Aujourd'hui dans les Ronces, nous avons la joie d'accueillir Aigre Douce, artiste de multitalent que j'ai découvert à un concert au Crespet. Voix et guitare d'une poésie sans nom, tu nous emmènes dans des univers mêlant chansons françaises, jazz et avec un peu une touche de bossa. Un vrai plaisir de t'écouter en chillant au soleil. La surprise que j'ai eue au concert, c'était de me rendre compte que nos chemins s'étaient déjà croisés. Il y a quelques années, nous avions le plaisir, pas d'ailleurs, d'étudier au Conservatoire de Lyon. À l'époque et peut-être toujours maintenant, tu étais bassoniste. Tout au long de l'épisode, on va retracer ton histoire avec la musique, la place que ça a eue dans ta vie, les différents endroits où ça t'a mené. Il me semble essentiel de parler quand même des mécanismes de domination et sexisme intégrés dans ce monde-là qu'on a bien côtoyé, mais évidemment on est aussi là pour écouter ton vécu, ton rapport au genre, tes combats, tes victoires, dans la santé mentale aussi surtout, et puis ce qui a rendu possible un peu ton émancipation artistique. Il y a des artistes qui sont mortes du sexisme, des violences patriarcales. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde a envie de te baiser. Et personne n'a envie de te baiser parce que t'es là, avec ton bail au cul. On n'a pas besoin des hommes. J'étais vraiment la plante verte. J'étais là pour décorer. Toujours attention à pas prendre trop de place, à pas être envahissante, menaçante. Donc on est prête à se faire traiter comme ça, à se faire harceler. Il y a un cruel manque de visibilité et de liens. Mettre des mots sur certaines choses qui nous étaient arrivées. Bonjour Aigre Douce et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Au Crespet, j'étais vraiment trop heureuse de découvrir ta musique, mais c'est vrai que moi donc, je te connaissais en tant que bassoniste et je me demandais quand est-ce que tu avais un peu commencé à écrire des chansons. J'ai commencé il y a maintenant 4 ans. Ouais. J'ai écrit ma première chanson, vraie chanson terminée, destinée à être entendue par un public il y a 4 ans, du coup. C'était laquelle ? C'était Carte postale, Ok. la bossa. Ouais. Et c'était dans le cadre de mes études au CFMI. À la fin de la première année, ils font plus ça maintenant, mais à la fin de la première année, il fallait écrire une chanson et se faire accompagner par un effectif puisé dans les musiciens qu'on avait dans la promo, quoi. CFMI, c'est le centre de formation de musiciens intervenants. C'est ça. T'étais dans la promo de Noalit. Oui. C'est là où vous vous êtes rencontrés. Tout à fait. Dans ta chanson Modena, tu racontes une histoire d'amour lesbienne. Oui. Et il me semble que c'est inspiré d'une histoire vraie. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, j'ai commencé à écrire cette chanson pour mon amoureuse et j'avais en tête vraiment cette image que j'avais déjà vue passer de deux squelettes enlacés dans une tombe. Ouais, ok. Pour nourrir un peu mon écriture, je suis allée sur Internet me renseigner, essayer d'en savoir plus sur ces deux squelettes-là. Et donc, j'en ai trouvé 2, en fait. Il y en a 2 dont les photos sont un peu connues. Il y a les amoureux de Val d'Aro. Ouais. Et les amoureux de Modène. Les amoureux de Val d'Aro, c'est les plus connus. Les amoureux de Modène, ils sont un peu moins connus parce que l'image est moins romantique, ils sont moins vraiment serrés l'un contre l'autre. Ouais, mais c'est quand moins même, visuel, entre guillemets. Ouais. Mais ils sont quand même enlacés côte à côte dans une tombe. Je trouvais cette image super jolie et en me renseignant dessus, j'ai découvert que 10 ans après la découverte archéologie des amoureux de Modène, on avait trouvé, en faisant une analyse de l'émail des dents, que c'était 2 hommes en fait. Et que ça avait remis en question toute l'histoire de est-ce que c'était des amants ou pas un petit peu, non ? C'est ça. Alors j'ai lu plusieurs articles dessus. Il y a forcément des gens qui se moquent un petit peu de ces historiens qui cherchent une autre explication. Donc il y a cette théorie que ce serait en fait 2 guerriers qui auraient combattu ensemble et que c'est pour ça qu'ils seraient enterrés ensemble parce que toujours trouver une histoire un peu plus virile. Voilà. Ils auraient combattu ensemble et ça pouvait pas être des amoureux parce que à l'époque ça se faisait pas d'enterrer des couples homosexuels ensemble. Ça m'étonne un peu parce que il me semble qu'ils datent de la Rome antique. Ok. Je suis pas du tout experte en histoire, je suis très très mauvaise. Mais il me semble que c'était quand même assez présent dans les mœurs. Oui, la place de l'homosexualité dans l'Antiquité. Ouais. Masculine surtout. Ouais. Après, de là à ce que les relations vraiment romantiques soient autorisées, ça je sais pas. Mais en tout cas, que ce soit autorisé ou non,
ça a toujours existé. Oui. Moi, j'aime bien, en tout cas, m'imaginer que c'est des amoureux. Comme je trouve que c'est un move très lesbien que de se faire enterrer ensemble. J'aime bien imaginer que c'était des amoureuses aussi, au-delà de la biologie. Ce que j'ai aussi vachement aimé dans le concert, c'est que j'aime bien la manière dont tu narres les histoires dans tes chansons. C'est très touchant, c'est hyper intime et en même temps, t'as toujours une petite musique qui apporte trop de la légèreté à ce que tu racontes. Ça me fait penser à la chanson française. Là, l'exemple qui me vient, c'est un exemple masculin, mais un peu du style à la Brassens. Oui, une guitare, du texte, quelque chose de très simple, mais qui raconte quelque chose un peu plus complexe. Je me demandais un peu les artistes que t'écoutais ou les artistes qui t'ont influencé dans ton style. Moi, j'ai été beaucoup élevée à la chanson française. Ouais. Mon père écoute beaucoup de chansons. Ma mère n'écoute pas de musique, elle n'aime pas ça. Comment on peut ne pas écouter de musique dans sa vie ? En fait, parce qu'elle est hyper acousique. Ça veut dire qu'elle entend tout trop fort. Ah, elle entend les moindres bruits, genre elle peut peut-être entendre des ultrasons même que nous. Elle entend surtout pas des ultrasons, mais des fréquences basses que nous, on n'entend pas. Ok. Et du coup, la musique, c'est assez agressif pour elle. Et en vieillissant, comme elle perd en audition, ça devient plus accessible. La musique qu'elle écoutait, c'était vraiment pour le texte. D'accord. Parce que la musique en soi, ça la touchait pas beaucoup. Ouais. Mais par contre, elle a toujours été sensible à la poésie. D'accord. Et du coup, je pense que mes parents, leurs goûts musicaux ça t'a se rencontraient vraiment sur la chanson. Ouais. J'ai écouté beaucoup de Brassens en grandissant, beaucoup de Renaud, du Mickey 3D aussi, dont les textes me touchent beaucoup. C'est beaucoup des hommes, malheureusement. En femme, il y avait Juliette. Oui, ok. Très très fan. Mon amoureux de la chanson, c'est Alain Souchon. Ah, c'est vrai ? Oui. Je connais moins que Brassens. Même encore aujourd'hui, est-ce que c'est à ces artistes-là que tu penses un peu quand t'écris ou t'as aussi d'autres influences artistiques aujourd'hui ? Ça nourrit toujours beaucoup ma musique. Tu les écoutes encore aujourd'hui ? Oui, complètement. Brassens, pas trop. Ah ouais. Parce que, je sais pas. Ouais. On a vite fait le tour. C'est vrai, c'est un peu redondant au bout d'un moment. En termes de texte, c'est super riche, mais musicalement, c'est assez... Toumpi. Voilà. Ouais, j'écoute toujours beaucoup. Il y a un album de Mickey 3D, c'est Matador, je crois. Ok, Matador, je vois. Que j'écoute beaucoup. Toujours aujourd'hui. Et sinon, plus récemment, il y a une artiste qui m'inspire énormément et c'est marrant, c'est pas du tout par le biais de la musique que je l'ai découvert, mais c'est par l'animation, la série Steven Universe, qui est réalisée par Rebecca Sugar, qui est aussi artiste sur Adventure Time. Oui. Et elle fait de l'animation, du chara-design, tout ça. D'ailleurs, c'est la première personne de minorité de genre à avoir été en tête de la réalisation d'une série sur Cartoon Network. J'ai découvert ça en faisant un PowerPoint sur une petite présentation du pour sujet. Inciter les gens à regarder la série car c'est vraiment ma série d'animation préférée. Et elle est aussi compositrice pour toutes les musiques de Steven Universe et certaines de Adventure Time. Hyper stylé parce que quand même quand on est dans la composition à l'image, c'est majoritairement des hommes. Donc trop stylé. Oui. Une série que j'ai découverte à une période où j'allais pas très bien, comme souvent. Autant l'histoire vraiment de la série m'a beaucoup touchée, mais aussi il y a certaines chansons qui m'ont marqué énormément et qui ont ce truc qui me plaît beaucoup de parler de choses très sensibles avec une certaine légèreté aussi. Ouais. Dans l'écriture, la composition, l'harmonie. Ouais, c'est beaucoup ce qu'on retrouve chez toi, effectivement. Puis même dans le placement de voix aussi, parler, chanter un peu intime aussi. Enfin, c'est pas du tout un truc très grandiloquent. Quand est-ce que t'as fait naître Aigre Douce et comment t'as choisi ton nom d'artiste ? Je pense que c'est il y a 2 ans. Ouais. Peut-être maintenant plus 3 ans que 2, je ne sais plus. Après avoir écrit 2-3 chansons quand même. Ouais. Et que j'ai eu la volonté de vraiment faire un set à présenter sur scène. Je cherchais un nom d'artiste et mon pseudo sur Instagram à l'époque c'était Greux. Ouais. C'est inspiré des surnoms que me donne mon petit frère qui tourne autour de Greux, Gruli, Gru, Grulief. Je faisais un brainstorming avec moi-même avec plein de mots sur un papier et je voulais quelque chose qui exprimait le doux amer. Ouais. Parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire passer dans mes chansons. Et du coup, j'ai pensé à Aigre Douce. J'ai trouvé ça assez idéal parce qu'il y avait Greux dedans. Ouais, petit rêve à ton frère. J'étais contente de pouvoir l'intégrer. Donc j'ai pas mal hésité du coup sur ce nom d'artiste parce que c'est vrai que quand on tape Aigre Douce sur internet, on tombe sur des recettes. Après tout, il y a bien Miel de montagne qui existe. Oui. Et je trouve que c'est un nom qui leur va très bien. T'as l'impression que ça va être un enjeu de fou aussi quand même de choisir ton nom de scène parce que ça reste quand même
Oui, et du coup, j'ai douté un petit peu, je me suis demandé si j'allais changer, jusqu'à ce que je fasse une première partie au Rancy, où j'arrive et je me présente en disant je suis aigre douce. Ouais. Et il y a un papy dans la salle qui fait oui, comme ça. Il a validé. Genre, je valide. J'avais chanté une première chanson avant de me présenter et il était d'accord. Du coup, j'ai dit je garde. C'est bon, c'est validé. Tu nous parlais un peu de ton petit frère. Au concert, tu as fait une chanson. C'était une chanson que tu as écrite pour lui ou c'est une chanson qui parle de vous deux? Un peu des deux. C'est une chanson que j'ai écrite pour lui à une période où il était au Québec. Ok. Il faisait une partie de ses études au Québec, donc il était loin. Notre relation, elle a toujours été très importante, je pense, pour nous deux. Et je voulais écrire quelque chose pour lui dire je t'aime. Et aussi, comme il allait pas très bien, qu'il était loin de nous, lui amener un paysage familier avec la Normandie du coup, et parler de souvenirs d'enfance. Je trouve que c'est assez incroyable d'être un grand frère ou une grande sœur et de voir quelqu'un devenir plus grand que toi. Quand t'as la chance d'avoir un lien assez fusionnel ou amour simple, je sais pas, parce que ça reste les liens familiaux, donc c'est tangible, mais je trouve que c'est une vraie richesse, effectivement, l'amour, la sororité et fraternité. Oui, la delphité. Si on revient un peu au tout début de ton lien à la musique, tu as commencé le basson au Conservatoire de Lyon, direct, à Fourvière. Mais quand est-ce que tu t'es dit que tu voulais te lancer là-dedans un peu professionnellement? J'ai su très tôt que je voulais faire de la musique mon métier. Vraiment, je pense au moment où j'ai commencé. En même temps, dès que t'es au conservatoire, peu importe ton âge, t'es très vite orienté vers des parcours professionnalisants. Je connaissais pas du tout les classes CHAM, mes parents connaissaient pas ça. J'avais fait une audition, audition première année de basson et tout. Oui. Et il y avait le prof titulaire du CRR qui m'a entendu et qui est allé voir mes parents pour leur dire il faut la mettre en CHAM. Je pense que c'était un peu une vocation pour moi, mais ce choix aussi, il a été vite orienté, vite décidé, oui, par ce prof qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait aller en CHAM. Et j'ai fait CHAM du CE2 jusqu'à la 3e. Ah ouais, vraiment toute ta scolarité, quoi. Oui. Et après, le lycée, TMD... Oui, et TMD, je me souviens que mes parents n'étaient pas trop d'accord au début parce qu'ils étaient un peu inquiets des débouchés. Et pour moi, il était hors de question que je fasse un lycée général, mais aussi parce que j'avais beaucoup de phobie sociale. Et que... Oui, quand t'es en TMD, c'est moitié temps lycée, moitié temps conservatoire. Oui, où tout le monde a au moins un centre d'intérêt commun. Oui. Et où généralement, en plus, c'est des petites classes. Dans ma classe, on était une 15aine. Il y a un truc très rassurant aussi. Oui. Ça a beaucoup facilité. En 3e, je faisais de la grosse phobie sociale. Et j'arrivais pas à sortir de chez moi. J'ai fait une thérapie pour ça. Et faire cette thérapie en parallèle de avoir des cours, centrés autour de la musique et avec pas trop de monde, ça m'a permis, je pense, de continuer ma scolarité parce que sinon, je pense que j'aurais sans doute décroché. Ou fait autrement. Ou fait autrement. T'as continué le basson après le lycée. Ouais. T'as dû faire ton DEM et t'as fait les concours pour les sup. Ouais, j'ai fait mon DEM en même temps que le bac. Après, j'ai fait 2 ans de perfectionnement au Conservatoire de Lyon, toujours. J'ai passé des concours, mais sans grand enthousiasme parce que... À nouveau, je n'allais pas très bien. Après, mais il y a aussi ce truc de quand même le conservatoire, c'est un univers quand même. Oui. Moi, en tout cas, j'ai eu des bonnes expériences sociales là-bas. Les gens qui étaient dans ma promo en TMD, après, c'est devenu vraiment des amis qui sont ton soutien psychologique quand t'es avec des profs qui peuvent être un peu compliqués. Sur le plan pédagogique, est-ce que t'as eu la chance d'avoir quand même des enseignants qui savaient s'adapter, qui savaient te soutenir aussi, ou c'était vraiment la vieille pédago de te rabaisser pour que tu travailles plus? C'est particulier parce que du coup, ce prof-là qui m'a repéré quand j'étais enfant, je l'ai eu pendant 8 ans. Ouais, quand même. Parce qu'en plus, il faut quand même souligner qu'avoir un cours d'instrument dans un conservatoire, c'est quand même un truc spécial. T'es dans une salle avec un prof pendant 1 heure, seul à seul, on fait de la musique, c'est quand même un truc qui est assez intime aussi. Les dynamiques relationnelles, c'est très nuancé, quoi. C'est spécial. Ouais. Pour les gens qui sont éloignés de ce milieu, pour leur expliquer, je leur parle un peu de genre des coachs sportifs. Genre dans le sport à haut niveau, souvent il y a un rapport qui va au-delà de la discipline que tu fais, l'instrument, donc le basson là en l'occurrence, et où ton prof c'est pas que ton prof, c'est ton coach de vie, c'est ton mentor. C'est ça. Moi je me souviens, je voyais plus souvent mon prof que mes propres parents quand j'étudiais au conservatoire alors que j'avais genre 15 ans quoi. Ce prof là je l'ai eu pendant 8 ans, donc j'ai eu des trucs vraiment super et puis des trucs vraiment très nuls avec lui.
Notamment, je me souviens quand j'étais enfant, j'écrivais de la poésie. J'ai toujours écrit un peu de poésie, mais à l'adolescence et au début de l'âge adulte, c'était vraiment des trucs pour moi, c'était pas destiné à être montré. Mais quand j'étais enfant, je montrais mes poèmes à mon prof de basson, qui m'encourageait beaucoup. Et je montrais mes dessins aussi. Et je me souviens qu'il me disait qu'il fallait pas lâcher au conservatoire. On t'incite à vraiment devenir spécialiste de une discipline précise, donc ton instrument, et on n'encourage pas trop la créativité ailleurs. Et lui, il encourageait pas mal cette créativité-là. Par contre, on s'est quitté vraiment en mauvais termes, justement l'année de mon DEM. Toute l'année, il m'a dit que je l'aurais jamais. Et en fait, jusqu'à la répétition générale, où il m'a dit que vraiment, c'était de la merde ce que je faisais. Pour mettre dans le contexte, quand on passe notre DEM, c'est un programme de 30 minutes en général. Oui. Il y a un jury extérieur qui va venir juger nos compétences techniques et artistiques et nous donner un diplôme qui permet parfois d'avoir accès à des conservatoires supérieurs. C'est un peu la finalité des études au Conservatoire de Lyon, donc c'est assez important. Oui, c'est le bac du conservatoire, quoi. En termes de stress, on est là. Et très souvent, en plus, il suffit qu'on soit dans une classe où le prof a quand même un ego bien placé. Et pour lui, ses élèves, ça va être genre son chef-d'œuvre. C'est un peu la vitrine de son travail. Donc si jamais ça se passe mal, il va pas assumer que ce soit quand même les résultats de son enseignement ou de ses décisions pédagogiques. Et du coup, il va vite se dédouaner, soit en choisissant de mettre méga en insécurité l'étudiant en lui disant bah non mais moi je te présente pas ou t'es pas légitime de faire cet examen cette année, soit il va vraiment te mettre en insécurité jusqu'au bout et une fois que t'as ton diplôme il va être tout souriant. Oui. Chose qu'il a fait du coup avec toi. J'ai passé une année horrible où j'arrivais en cours et 5 minutes après il me jartait de cours parce que t'avais pas assez soi-disant pas assez travaillé. Genre tu fais une fausse note et il est de mauvais poil et il te vire quoi. Et toute l'année il m'a répété que j'aurais jamais mon DEM vraiment jusqu'au dernier moment et mon DEM je l'ai eu avec mention très bien. Et quand je suis sortie il m'a dit c'était un coup de chance, ils ont été sympas. Mais ça m'est arrivé tellement de fois. Si tu sais qu'on t'enlève la reconnaissance de ton travail. Genre moi depuis le début quand je suis rentrée j'ai pas commencé au conservatoire de Lyon. Quand je suis rentrée à 14 ans au conservatoire, le prof que j'avais avant il me dit ouais mais tu sais c'est parce qu'en vrai il y avait de la place puis ils ont besoin d'argent hein, parce que t'es pas du tout et franchement. Et puis pareil mon prof que j'ai eu en TMD après il me dit non mais on t'a pris parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a la motivation mais t'as pas vraiment le niveau quoi. C'est incroyable, surtout que en plus, même si c'était vrai, il y a des moments qu'il faut célébrer. Oui, c'est clair. À chaque fois, un concours, peu importe ton rôle de professeur juste après un concours ou juste avant un concours, pour ton élève, c'est de l'encourager et de faire en sorte qu'il passe pas un moment horrible, quoi. Ouais. Qu'il garde un souvenir des concours parce que après, quand t'es musicien classique en tout cas, t'es amené à continuer à faire des concours, même après. Ton métier, ça va être que ça, limite, en vrai. Tout ton parcours, c'est des concours, parce que pour rentrer dans chaque cycle, c'est un concours. Ouais. Des examens avec des jurys qui font bien flipper. Ouais. Et après, tu continues à faire des concours pour rentrer dans les orchestres, tout ça. Donc, je pense que le rôle de pédagogue, c'est de faire en sorte que le concours, ce soit pas un événement traumatisant. Ouais. Et je vois pas l'utilité, même si tu t'es pas satisfait toi pleinement de ce qu'a fait ton élève, juste après le concours, c'est pas le moment exactement, de le rabaisser en fait. Oui, c'est ça. Il y a des réussites à célébrer et après peut-être s'il y a des choses à revoir, on les revoit plus tard. Mais j'ai des théories sur pourquoi cette année horrible. Je pense que c'était pour me motiver à travailler. Mais bien sûr, parce que quand on rabaisse l'étudiant ou l'étudiante et qu'on lui dit que c'est une merde, évidemment qu'il va prendre son instrument et travailler 8 heures par jour toute confiance et en construisant quelque chose de solide mentalement et physiquement. C'est vraiment la recette miracle. Vraiment un lien sain à ton instrument. Tout ça, moi, ça n'a pas du tout marché. Quand je suis mauvaise à quelque chose, je fais pas. Ouais. Donc si on me dit que je suis mauvaise, je fais pas. Ouais. Et du coup, en travaillant pas beaucoup, je l'ai eu quand même mon DEM. Donc vraiment, je le pour te dire, les compétences quand même que tu dois avoir. Et surtout, la brutalité de ce rapport à mon prof. Ouais. T'es partie direct de Lyon après que t'aies eu ton DEM? Je suis restée 2 ans encore à Lyon pour faire ce qui, à l'époque, s'appelait un cycle de perfectionnement. Et t'avais changé de prof, j'espère, pour toi? Oui, il est parti à la retraite, en fait, cette année-là. Super. Allez, un de moins sur la liste du CRR. C'est fou parce qu'aujourd'hui, j'ai encore je garde des souvenirs pleins d'affection pour lui, alors qu'il a été horrible avec moi les dernières années.
Quand j'étais étudiante à Lyon, c'était de mes 15 à mes 20 ans, je crois. Et puis le prof que j'ai eu pendant le lycée, là, ça va faire pratiquement 10 ans que j'ai eu mon bac, donc ça commence à dater. Mais pourtant, je me rends compte de l'impact que ça a eu sur ma construction et que ça a encore aujourd'hui, en fait, sur mon regard sur mon travail, la réussite, l'estime que j'ai de moi. Ouais. Et c'est vraiment des émotions hyper différentes qui sont liées à ces personnes-là. Ouais, je comprends vraiment l'impact qu'ils ont dans notre construction, parce que quand on est dans leur classe, on est quand même vraiment des adolescents. On est hyper vulnérables. Aujourd'hui, quand j'écris des chansons, souvent, je me dis, mais tiens, qu'en penserait Jean Pignoli, quoi. C'est l'influence. Ouais. Vraiment, genre, je me dis, putain, j'espère qu'il serait fier de moi. Ouais, la quête de reconnaissance. Mais c'est fou, hein, quand même. Oui. Après, j'ai changé de prof qui était bien, mais que j'ai eu 1 an, et après, le poste de prof de basson au Conservatoire de Lyon était un peu compliqué parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un titulaire, donc ça a beaucoup bougé. Donc j'ai pas eu vraiment de prof fixe pendant ces 2 années-là, ça a pas mal bougé. J'ai eu un prof que j'avais rencontré en stage. Oui, et après t'es partie sur Aix. Et après, j'ai fait le pôle sup d'Aix. Et c'était comment à Aix? Alors au niveau du basson, j'avais une prof qui était géniale. Ah, t'avais une prof en plus? Ouais, qui est une bassoniste géniale et qui est une pédagogue géniale. En fait, à ce moment-là, j'avais décroché. Et puis à nouveau, j'allais très mal. Il y a un épuisement mental aussi qui était là. Lié au basson, à une perte de confiance que j'ai eue par rapport à ce prof que j'ai eu pendant 8 ans, mais aussi un autre prof que j'ai eu plus tard. J'étais en grosse dépression, et en plus mon rapport au basson était devenu compliqué. J'avais plus de plaisir. C'était que de la performance, et c'était plus de la créativité. Ça je comprends. À chaque fois que j'étais en orchestre, du coup avec d'autres bassonistes, c'était devenu juste un moment où je me disais, putain, j'espère que mon son il est meilleur que celui de mon. C'est devenu compétitif en fait aussi. Ça, alors que c'était la chose la plus belle qui m'était arrivée quelques années auparavant. Donc j'avais cette prof qui était vraiment géniale, mais moi j'étais pas très réceptive. Je dis ça, mais aujourd'hui encore, dans ma pratique du chant, il y a pas mal de choses que je fais en pensant à elle, en pensant à ce qu'elle te disait à ce moment-là? Oui. Mais elle, il me semble qu'elle avait fait du chant lyrique pour travailler le basson. À savoir qu'en général, les instruments avant et le chant, il y a un travail super similaire dans la respiration, le soutien, projection. Oui. On en a souvent parlé en cours de flûte. Ouais, du coup, elle était assez férue de chant. Elle utilisait pas mal des techniques de chant. Pour le basson, on avait beaucoup travaillé le souffle et tout. Et tu faisais du chant à côté du basson, ou c'était... Non, pas du tout. Non. Genre juste en cours de solfège où tu devais chanter, mais après t'avais pas de pratique vocale. Non. J'avais aucune pratique vocale, j'avais aucun projet musical à ce moment-là où je chantais. Moi, j'ai toujours chanté, mais voilà, sous la douche, tout ça. Ou alors vers le basson, quoi. Mais pas pour chanter. Est-ce que tu as eu des représentations de bassonistes femmes, où c'est quand même un instrument qui est majoritairement masculin? Les instruments sont genrés, ça résulte de plein de trucs, et notamment depuis le 19e siècle, on considérait que les femmes, elles pouvaient pratiquer tel instrument, puis en fait, elles ne pouvaient pas faire tel autre instrument parce que ce n'était pas assez élégant, ou pour X raisons. Est-ce qu'il y a beaucoup de meufs dans le basson ou pas? Eh ben ouais, il y a beaucoup de meufs dans le basson. C'est vrai que souvent, genre les profs de CNSM, des hommes, obviously. Des postes à responsabilité, c'est souvent des hommes. Mais de plus en plus en basson solo, des femmes. Et vraiment, alors peut-être que c'est moi, mes modèles, je sais pas, mais j'ai l'impression que les stars du basson françaises, c'est des meufs plutôt. Il y a Lola Descours, qui était ma prof à Aix. Et il y a surtout, qui a été mon modèle pendant des années, Sophie Dartigalong, qui s'appelle plus Sophie Dartigalong, pardon. Elle a pris le nom de son mari, je crois. Alors elle était au Conservatoire de Lyon. Elle a fait ses études au Conservatoire de Lyon en basson, guitare, clarinette. Ah ouais, multitalent à fond, quoi. À fond, une bosseuse de fou. Elle a été avec le même prof que moi, que j'ai eu pendant des années. Donc, il en parlait pas mal. Elle, c'est une bonne star du basson. Est-ce que tu as été souvent face à des situations de sexisme en tant qu'interprète ou en tant qu'enseignant dans la musique classique? En tant qu'élève étudiant, moi, j'ai énormément entendu la phrase « joue avec tes couilles ». Ah ouais. Classique. Je sais même pas quoi dire dessus. C'est vraiment un classique. Beaucoup toujours comparer le féminin au masculin, mais parce qu'il y a des travaux de certains compositeurs qui sont souvent abordés sous la question du masculin-féminin. J'invite
mes collègues pédagogues de la musique à explorer un vocabulaire plus large et plus précis pour transmettre l'idée musicale, quoi. Bah c'est ça, parce que féminin, masculin, bon, c'est assez réducteur. Et puis en tant que musicienne d'orchestre, le basson, on est au fond de l'orchestre, avec les cuivres, les trombones juste derrière nous. C'est un milieu assez masculin. Et toutes les fois où j'ai joué des concertos où c'était des solistes au devant de la scène, toujours des commentaires hyper sexistes. Alors soit elle est pas assez belle, soit elle est trop belle, elle est pas assez sexy, elle est trop sexy. Constamment des commentaires sur son apparence. Et ça, j'ai vraiment entendu ça tout au long de mon adolescence, au long de mon âge adulte, et en tant qu'employée au conservatoire. Et du coup, j'ai assisté à une formation égalité homme-femme. C'était un truc de sensibilisation contre le sexisme ou un truc comme ça, non ? C'est ça. Ça s'appelait formation égalité homme-femme. Et on était en petit groupe. J'étais avec seulement un échantillon de mes collègues, mais j'ai entendu de telles dingueries, notamment un prof qui nous a expliqué la question de pourquoi la flûte s'est présentée comme un instrument féminin et il y a que des petites filles qui partent en cours de flûte, et en fait plus tu montes dans les cycles et plus c'est des gars. Lui, il nous a expliqué que c'était parce que la musique, comme c'est un milieu compétitif, c'est un milieu d'alpha, et il nous a dit vraiment, ouvrez les guillemets, nous les alphas, on est plutôt des hommes. C'est normal, c'est génétique, c'est biologique, quoi. J'aurais pété un câble personnellement. J'étais avec une collègue et amie à ce moment-là, et on s'est regardé genre, mais qu'est-ce que tu ris en fait nerveusement. Et là, tu dis, déjà, le gars, il utilise, alpha déjà, c'est un délire. Et donc, du coup, après, il t'a dit que, personnellement, j'ai jamais rencontré de femmes alpha. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui explique qu'elles ont pas de poste à fonction, quoi. Voilà. Parce que les postes de haute fonction, c'est réservé aux alphas, qui sont donc des hommes à son expérience personnelle de grand expert du féminisme, parce que au tout début de la formation, il fallait dire où on se situait en termes de connaissances sur le thème égalité homme-femme. Et lui, il avait dit qu'il s'y connaissait très très bien parce qu'il s'était bien renseigné sur la question. Un vrai féministe. Voilà. Et il avait bien décidé que c'était de la merde, le féminisme, l'audace, dont chacun devrait s'inspirer. Il y avait ça, mon futur modèle. Et il y avait eu aussi la question de comment réduire les violences sexistes et sexuelles dans tous les conservatoires et dans tout le monde de la culture, bien sûr, qui sont assez présentes. Et surtout avec cette dynamique du coup prof-élève qui dépasse souvent... Oui, le cadre seulement de l'enseignement théorique, il y a quelque chose de plus influent. Oui. Et qui devient souvent assez personnel. Il y a beaucoup de violences sexistes et sexuelles, et on parlait de comment réduire ça, et la question du code vestimentaire est venue, bien évidemment, MDR. Comme solution ultime contre les violences sexistes et sexuelles, faire en sorte que les étudiantes s'habillent moins court, en été, etc. Comment on peut encore réfléchir comme ça aujourd'hui ? C'est lamentable. Et c'est là que j'avais dit, ça c'est des arguments qui servent la culture du viol, et ça avait... Ah ouais, là c'était le mot qu'il fallait pas prononcer, quoi. J'ai traité de gros violeurs, et du coup c'était n'importe quoi. Ah ouais, c'est vraiment parti comme... ils se sont sentis insultés parce que j'ai dit... Le mot viol, quoi. Oui. Ouais. Franchement, quand tu me racontais ça, ce que je me disais, moi maintenant j'aurais juste peur pour leurs étudiantes, en fait. Complètement. Si elles considèrent que c'est de la faute des victimes, qu'elles se fassent abuser parce qu'elles sont trop provocantes, eux, quel regard ils ont sur leurs étudiantes, en fait. Et la personne responsable du conservatoire qui animait cette réunion, elle n'a pas réagi. C'était une femme, mais sauf que c'était pas quelqu'un de formé, c'était en petit groupe réduit, et c'était que des membres de l'administration qui lisaient un document, quoi. Peut-être que eux, ils ont suivi une formation avec une personne concernée, mais en tout cas, nous, on a eu du coup des membres de l'administration qui lisaient un document. Et elle était pas très formée, et elle disait oui, c'est vrai, quand même, il y a quelques étudiantes qui abusent. Et puis il y avait cette volonté de faire de ce moment d'échange une safe place où tous les arguments étaient entendables. Ouais, en mode on n'a pas de jugement ici, on n'attaque personne. Enfin, déjà, quand un gars te dit que lui, il est un mâle alpha et que son opinion, du coup... Elle est supérieure, et puis que personne ne le replace, en fait, quand il dit ça, c'est bon. Et qu'elle, elle est en mode intéressant. Je prends note. Petit compte rendu incroyable. Ouais.
Et ça, tu vois, quand tu bosses dans des environnements comme ça, sur ta santé mentale, ça doit quand même jouer de fou. Là, ça va parce que le ridicule était tellement... Était tellement puissant là que Oui. il y avait de la distance, ouais. J'ai réussi à le prendre avec beaucoup d'humour. Est-ce que ça a joué ça quand même dans ta santé? Parce que bon, quand on est musicien, il y a plein de trucs aussi quand même. Il y a ce sexisme très fort, mais il y a aussi l'épuisement parce que c'est un univers où tu es vraiment dévoué à ton travail. Est-ce que ça faisait quand même partie des choses qui ont pu te faire sentir oppressé dans cet univers de la musique classique? Dans le classique, en tant qu'étudiante, il y a eu ce professeur qui m'a proposé de le rejoindre à son hôtel. Un professeur que j'avais en parallèle, que j'ai rencontré en stage et chez qui j'allais prendre des cours particuliers du coup depuis mes 14-15 ans. Et qui était souvent dans mes jurys de concours et qui me soutenait toujours quand ça se passait mal avec mon prof. Oui, qui s'était mis un peu dans je te prends aussi sous mon aile Oui. et je t'aide à un peu évoluer dans ce milieu-là, quoi. Et c'était vraiment mon modèle à une certaine période. Il n'était pas que bassoniste, il était aussi compositeur, il peignait, il faisait plein de choses. Et il avait du coup ce côté vraiment rassurant et encourageant. Et ce mec-là, du coup, quand j'avais 20 ans, il m'a proposé de le rejoindre à son hôtel après m'avoir mis une espèce de... Piège un peu Ouais, chelou dans un bar, ouais. Je devais le rejoindre lui et d'autres musiciens. Quand j'y suis allée, il était tout seul. Et heureusement, moi, j'étais pas venue seule. Et après, quand je suis partie, il m'a envoyé un message pour me dire peut me rejoindre à mon hôtel. Là, rien que d'en entendre parler, Oui. c'est vraiment ce genre de truc où elle est où la limite Ouais. dans le lien social en fait que tu as avec les professeurs ou les musiciens intervenants. C'est très facile de manipuler ou d'user de ça aussi. Ça me tente qu'ils profitent de ça, qu'ils profitent de ta naïveté. Ouais. Tu as envie aussi d'apprendre des choses, donc tu vas et lui c'est en mode pour te proposer à la fin de venir dans son hôtel, quoi. Franchement. Oui, puis t'as envie de te faire bien voir aussi. Sur le moment, en fait, ça m'a pas choquée. J'ai vu son message et j'ai juste pas répondu. Parce qu'en fait, on a tellement banalisé des histoires de profs, justement, qui sortent avec leurs élèves. avec leurs Ouais. élèves, que ça m'a même pas tant choquée. Et c'est en parlant avec une amie le lendemain, qui était plus âgée et qui m'avait accompagnée la veille à ce rendez-vous un peu chelou, un peu piégeant, et qui avait déjà trouvé ça bizarre. Elle m'a dit, bah non, c'est pas marrant, c'est pas rigolo du tout. Et à partir de là, je me suis dit, bah oui, c'est vrai que ça me met mal à l'aise. Et en fait, tout le soutien que m'avait apporté ce professeur à la période où, avec mon ancien prof, Ça allait pas, ouais. ça allait pas du tout, et où j'avais plus de soutien de son côté. Tout le soutien que lui m'a apporté, tous les concours que j'ai passés où il était jury, tous les cours que j'ai pris avec lui et où il m'encourageait. Je savais pas si c'était intéressé par mon potentiel artistique, potentiel de bassoniste, Ouais. ou par mon potentiel Sexuel, quoi. sexuel. Voilà. Ouais. Ça a brisé un rapport au basson qui était déjà fragile. Ouais. C'est pour ça que mes 3 années À Aix, après, ça a à été Aix, difficile, ouais. parce que ça s'est passé pendant la première année à Aix, et du coup les 2 suivantes, ma pauvre prof. Dans tout ce moment de vie bassoniste, quand est-ce qu'elle est arrivée à aller au CFMI, d'être rentrée sur Lyon, de choisir de faire ça et puis de un peu plus faire place à de la chanson aussi? Est-ce que tu continuais le basson quand t'étais au CFMI? Ça s'est passé comment, la transition? Le CFMI, c'est un truc qui me faisait envie depuis longtemps, en fait. Ouais. J'avais fait un stage en 3e avec une musicienne intervenante, ça m'avait énormément plu. J'avais vraiment cette envie de faire de l'action culturelle, en fait. À l'époque, je savais pas Clairement. que c'était ça. D'aller rencontrer d'autres publics que ceux assez limités au final qu'on a en musique classique. Ouais. Il y a du public, mais c'est vraiment une catégorie particulière. Oui, de c'est une personnes. classe sociale Ouais. assez aisée quand même. Oui. Ou alors, ce sont des étudiants en musique classique. Ou des étudiants en musique classique, ouais. Voilà. J'avais vraiment l'envie, moi qui viens pas d'une famille de musiciens, de faire découvrir ce truc qui me faisait vibrer à des gens aussi qui étaient pas dans ce milieu-là. Et à l'époque, j'en avais parlé à mon prof qui m'avait dit non, on ne devient pas musicien intervenant quand on est un bon musicien. On devient musicien intervenant quand on a raté tous ses concours. Oh, le classique. Et qu'on n'a plus rien d'autre à faire. C'est un long choix, finalement. C'est quand t'arrives même pas à être prof de solfège que tu deviens musicien intervenant. Oh mon Dieu! Et du coup, je m'étais interdit de faire ça. Jusqu'à ce que je tombe amoureuse de ma chérie, qui est toujours ma chérie aujourd'hui. Ah, c'est une histoire d'amour qui t'a amené. Tout à fait. Incroyable. Et en fait, elle avait vraiment le profil type pour faire le CFMI. Elle savait pas trop où aller dans ses études. Ok. Et moi, j'arrêtais pas de lui parler du CFMI. Je lui disais, mais il faut vraiment que tu fasses le CFMI, c'est génial. Musicien intervenant, ça te correspondrait trop. Puis en plus, c'est trop bien comme travail. C'est enrichissant. Et au moment, je me suis dit, bon, Julie. Bah pourquoi c'est pas toi qui le fais finalement? Peut-être que t'as un petit peu envie de faire le CFMI quand même.
On a passé, alors c'était en 2020, donc en plein confinement, donc c'était des candidatures, il fallait envoyer des vidéos. Ouais. On a envoyé nos candidatures à 2 CFMI. Il y avait Toulouse et Lyon. Ouais. Et peut-être celui d'Aix aussi, parce qu'il y en a un à Aix-en-Provence. Et on a été prise un peu partout et on a choisi celui de Lyon. Pas tellement parce que je venais de Lyon, mais parce que je connaissais une ancienne prof qui nous avait dit que là où il y avait le plus d'émulation, c'était celui de Lyon. On a fait le CFMI ensemble. Moi, comme j'avais des petits problèmes d'ego, j'avais pris l'option DUMI, donc diplôme universitaire de musicien intervenant, plus master en parallèle, parce que j'arrivais pas à me dire je fais juste le DUMI, tu vois. Il fallait que je fasse un truc en plus. Parce qu'il y a vraiment ce truc de l'institution des conservatoires qui snob les facs de musicaux et même les facs de musicaux snob le CFMI. Ouais, oui. Et au final, le master, je l'ai abandonné en cours de route, déjà parce que j'étais mauvaise. Et enfin, vraiment, le monde universitaire... Ah, c'est un DEL, hein. Je le rencontre cette année, c'est un DEL. Oui. Tu as bien du courage. D'ailleurs, je me souviendrai toute ma vie, quand j'ai fait l'IUSM, qui est le pôle supérieur de musique d'Aix-en-Provence, on a une partie de nos cours qui sont des cours de musicologie à la fac de musicologie, en commun avec des étudiants en musicologie. Ça représente un tiers de nos cours. Et il y avait un mec de ma promo qui avait posté sur Facebook une espèce de vieux mème de boomer en mode quand tu travailles ton instrument, tu deviens musicien, et quand tu travailles pas ton instrument, tu deviens musicologue. L'idée que c'est un parcours qui demande moins de travail, c'est vraiment du bullshit. MDR. Faites donc un master en musicologie. Tellement. Et puis, accepter que c'est juste deux choses complètement différentes. Quand t'es un musicien au conservatoire, bah, c'est de la pratique, c'est de l'instrument, c'est ça. Musicologie, c'est la science de la musique. C'est juste des parcours différents. Bref, arrêtez de mettre des mèmes à la con comme ça. Et puis, c'est un type de travail différent. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de faire du travail universitaire que de faire du travail... De l'interprétation. D'interprétation, par exemple. Quand t'es allé au CFMI, ça a été aussi une autre approche de la musique. Ça a été beaucoup plus plural, en fait, que ce que t'avais eu jusqu'à présent. Complètement. Jusqu'à présent, on m'avait plutôt découragée d'aller explorer la musique plus largement. Même si ma prof que j'ai eue les 3 années, elle m'encourageait pas mal à chanter, etc. Mais c'était chanter au service du basson, pour m'améliorer en basson. Là, vraiment, on échangeait nos instruments, tu te retrouves à devoir jouer de la batterie alors que t'es absolument pas batteur. Et puis, on se retrouve beaucoup à faire de la musique sans instrument. Et en fait, le CFMI, en plus je suis tombée sur une année... une promo de fou. Une promo vraiment trop chouette. Ça m'a fait énormément de bien, ça m'a décoincé le cul, en fait. Déjà, mon rapport à l'improvisation, moi j'ai toujours bien aimé improviser, mais là... c'était un rapport à la musique qui était plus spontané. Ouais, beaucoup plus sur l'oralité aussi, la transmission par l'oralité plutôt que par la partition. Même si la partition, c'est vraiment un outil génial et fort pratique. Apprendre à faire de la musique avec des gens qui ne lisent pas la musique mais qui l'apprennent d'autres manières et retrouver un rapport au jeu parce que T'apprends plus à faire ensemble que juste à performer dans ta salle pour un concours d'orchestre. Là, t'apprends vraiment à jouer avec les autres et à transmettre quelque chose aussi. Oui, t'apprends aussi à te mettre à la place des élèves. Et à chercher des manières ludiques. Le rapport à la musique que j'avais à ce moment-là, il était plus que compétitif. C'est en faisant ça que j'ai retrouvé vraiment le plaisir de jouer. Pendant ces 2 années, j'étais vraiment là en tant que bassoniste. Mais en fait, comme t'apprends à faire de la musique avec tout et n'importe quoi, parce que du coup, t'es souvent dans les écoles, ils ont des projets écologie ou des choses comme ça. Et puis, il n'y a pas forcément de matériel dans les écoles. Donc, tu vas faire de la musique avec des papiers froissés, avec des couvercles tout ce qui t'entoure, en fait. peau, avec tout et n'importe quoi. Avec juste, on va chercher les sons dans la cour. Et ça a ramené le jeu. Et il fallait beaucoup chanter, parce que comme musicien intervenant, c'est beaucoup aussi apprendre des chansons. Souvent, quand j'explique ce que c'est que le métier de musicien intervenant à des gens, je dis, bah, tu vois, quand t'étais enfant, la dame de la chorale, c'est la dame de la chorale, c'est moi maintenant. C'est ça. Moi, je tiens à dire que la musique, j'ai commencé parce qu'il y avait une musicienne intervenante dans mon école. Elle faisait de la flûte traversière et ça a été ma première prof. Vraiment, ça a été une de mes meilleures profs et mes meilleurs souvenirs d'enfance. Trop important, les musiciens intervenants dans le milieu scolaire. J'ai eu des musiciens intervenants en maternelle et ça m'a énormément plu. Et c'est là que j'ai commencé à bassiner mes parents avec l'envie de faire du violon à l'époque. Ah, du violon? Et je pense que le musicien intervenant qu'on devait avoir devait être violoniste. Et je voulais faire du violon.
violon jusqu'à ce que j'aille au mini-concert, là où on voit plein d'instruments. Ouais. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres instruments. Et après, j'ai voulu faire de la clarinette, mais en clarinette, il n'y avait plus de place. Du coup, ça a été le basson. Du coup, on m'a proposé le basson comme alternative à la clarinette. Genre, peut-être que ça pourrait te plaire. Et j'y suis allée. C'est vraiment souvent comme ça. Déjà, c'était un gros instrument. Je sais pas, j'avais envie d'avoir le gros instrument. Je sais pas ce que ça veut dire de moi. La toute première prof de basson que j'ai eue, avant d'être repérée par prof que j'ai eu pendant 8 ans, ouais. elle était géniale. Ouais. Elle s'appelait Audrey. Est-ce qu'elle enseigne encore ou pas? Je sais pas du tout, je sais plus son nom de famille. Ça me ferait très plaisir de la croiser. Et elle était vraiment chouette, elle était super jolie. Elle m'a dit que j'avais des facilités pour le basson. Alors moi, vraiment, ça a parlé à mon ego. De fou. Je t'ai dit, c'est bon, c'est cet instrument. Voilà, parce que j'aime vraiment faire les choses pour lesquelles je suis douée tout de suite. C'est quand t'étais au CFMI que t'as commencé à écrire des chansons? En fait, j'ai toujours écrit pour moi. Il y a un moment où mes poèmes à la fin de l'enfance, je les montrais plus parce que c'était jamais assez bien. Mais j'écrivais pour moi, pour ne pas trop sombrer dans la dépression. J'écrivais beaucoup dans mes notes dès que j'avais pas envie de mourir. En gros, j'écrivais pour m'en rappeler. T'as fait face à des périodes de dépression assez jeunes. Ouais. Au début de ton adolescence, déjà, c'était un truc que tu traversais. Oui, je pense que première dépression, vraiment, c'était au collège. Ouais. Mais très tôt dans l'enfance, j'ai fait des phases de mutisme sélectif. D'accord. Et l'écriture, c'était un peu ton exutoire? Ouais. Puis j'ai commencé à lire et écrire très très tôt. Et du coup, j'ai continué à écrire pendant toute ma vie et beaucoup pendant cette période où j'étais au Pôle Sup à Aix. Mais c'était vraiment pas des textes qui étaient destinés à être montrés. C'était des notes pour moi, pour me rappeler de moments où je me sentais bien, pour me rappeler que j'étais capable de me sentir bien. Ouais. Au moment où j'allais moins bien, soit pour juste comme exutoire, pour sortir ça tourne plus dans ta tête aussi, quand ça n'allait pas bien. Donc je dis c'est de la poésie, mais c'était pas forcément des vers, c'était vraiment ce qui me passait par la tête, quoi. À l'époque, j'aurais pas qualifié ça de poésie. Aujourd'hui, je trouve que c'est de la poésie. Je pense que ce qui m'attirait avec le CFMI, c'était aussi chanter et apprendre des chansons aux enfants. Et en fait, pendant ma première année de CFMI, je disais que Carte Postale c'était ma première chanson, mais c'est pas vrai, c'est faux. Mes premières chansons, c'est des chansons que j'ai écrites pour servir mes séances dans les écoles directement, parce que t'es lancé dès la première année des très stages vite pour valider tout ça. Toutes les semaines t'interviens dans une école, et en fait j'écrivais des petites comptines. Du coup j'ai écrit des chansons pas forcément pour les apprendre aux enfants, mais plutôt pour par exemple j'avais une boîte dans laquelle j'avais des instruments, pas forcément des instruments avec un I majuscule, mais des objets sonores. Je les mettais dans ma boîte et j'avais une comptine pour annoncer qu'on allait ouvrir la boîte, des temps de rituels comme ça où j'avais écrit des chansons exprès pour structurer en fait mes séances. Et quand il a fallu écrire une chanson pour valider sa première année et s'accompagner de l'instrumentarium qu'on a à disposition avec notre promo, on a eu des ateliers d'écriture avec 2 personnes. Je me souviens que de celle qui m'a le plus marqué et qui nous a le plus accompagnés. Donc c'était Buridan. En fait, l'autre personne, on a eu une séance d'écriture avec lui, et après Buridan, on a eu plusieurs séances et elle était présente au concert. C'était un travail continu, Et elle nous a fait du coaching scénique, tout ça. On a eu donc des petits ateliers d'écriture qui m'ont donné des pistes. Et Carte Postale, je l'ai écrite dans le bus. En tout cas, elle commençait à l'écrire dans le bus. Après, un coup de fil avec un membre de ma famille qui m'avait saoulée. J'avais besoin de sortir mes trucs, donc je fais mon réflexe habituel de écrire dans mes notes. Et là, je me rappelle qu'il faut que j'écrive une chanson pour le CFMI. Et du coup, j'organise les pensées que j'ai notées, comme j'en ai l'habitude, pour que ça fasse une chanson. Et puis à partir de là, c'était parti. T'as commencé à écrire, Et j'ai pris vraiment énormément de plaisir à faire ça. Et puis après, il fallait donc le chanter sur scène au Jack Jack. Ah, trop cool. Ouais, c'était très cool. En plus, on avait un ingé son vraiment très kiki. Et puis c'était vraiment chouette de partager ça avec cette promo que je porte très fort dans mon cœur. J'ai chanté Carte Postale et c'était la première fois que je remontais sur scène depuis le Covid, en fait. Vraie scène avec vrai public. J'avais un peu eu le temps d'oublier l'adrénaline de la scène. Moi, j'ai toujours adoré être au devant de la scène. Ah ouais. C'est mon côté un peu... un petit côté rosta comme ça, Mais je pense qu'il faut être un petit peu égocentrique. Pour faire ça, quand même, un petit peu, Alors, j'étais énormément stressée parce que c'est la première fois que je chantais seule sur scène. J'avais fait de la chorale, avant, mais c'est tout. Mais j'ai adoré retrouver ce sentiment-là qui, en plus, n'était plus couplé à la compétition. Comme ce qu'il y avait dans la musique classique,
Si, j'aurais pu me comparer à mes collègues de la chanson, mais c'était juste beaucoup d'amour. Tout ça, ça t'a remis dans un rapport à la création et à la Mm. musique qui était beaucoup plus sensationnel que juste dans de la réflexion et de la perfection et de la représentation. Oui. Là, tu pouvais être pleinement toi, que devoir être musicienne de l'orchestre classique et que c'est extrêmement codé. Ça t'a vraiment permis de t'émanciper de tout ça et de pouvoir créer ton rôle d'artiste, notamment dans le chant, et c'est comme ça que t'as pu un peu commencer à faire naître les chansons d'Aigre Douce. C'est ça. Est-ce que t'es toute seule à écrire, composer? Je suis majoritairement seule. Ouais. J'ai fait les 24 heures du mot. J'étais avec No Brigand et Clémentine Pacalet. Pour contextualiser, on est 24 musiciens mis par groupe de 3 sur un thème commun et une contrainte différente par groupe. Et on a 24 heures pour écrire une chanson et faire un arrangement sur une reprise. C'était trop chouette, j'ai adoré. C'était vraiment très fluide alors que je trouve que c'est pas facile d'écrire à plusieurs mains. Ouais. Au CFMI, j'ai rencontré Noali. Gros coup de cœur amical et musical aussi. Ouais. Parce que Noali écrivait déjà de la chanson depuis au moins 1000 ans. Et ça m'a beaucoup inspirée. On a essayé d'écrire ensemble, mais on n'avait rien terminé. Et puis, il y a un moment où j'avais envie de le soutenir, un moment où il avait besoin de soutien. Ouais. Et j'ai commencé à écrire Pour que tu restes. J'ai commencé à l'écrire plutôt pour moi, parce que donc il avait besoin de soutien à ce moment-là, et je savais pas comment le soutenir puisque moi-même j'allais très mal. Et j'ai commencé à écrire ça, et puis ça allait de plus en plus mal, et j'ai fini par me faire hospitaliser pour dépression. Et en fait, je suis retombée sur le texte que j'avais commencé à écrire pour Ali, qui listait un peu les choses que je pouvais faire pour lui malgré mon peu d'énergie. C'était un texte que j'avais commencé à écrire pour lui, mais aussi pour moi, parce que j'avais envie d'être présente d'une manière ou d'une autre. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit pour lui, ça pouvait s'appliquer aussi de moi à moi. Et du coup, j'ai continué à l'écrire en mélangeant des choses que je pouvais faire pour moi. Pour que tu restes, le titre est assez évocateur. Et j'ai envoyé ça à Ali, comme j'envoie souvent. Quand j'écris une chanson, qu'elle soit finie ou pas, j'envoie à Ali. Des fois pour avoir des retours, des fois juste... C'est parce que t'envoies, quoi. Voilà, pour montrer, regarde ce que je fais en ce moment. Et lui aussi, il fait ça. On s'envoie souvent nos chansons avant qu'elles soient terminées. Et j'envoie ça à Ali, et Ali écrit, il me semble que de lui-même, il écrit un couplet dessus. Et je l'écoute, je le trouve trop beau, trop touchant. Et j'écris un autre couplet à chanter par-dessus le sien. Et ça marche trop bien. Et c'est ainsi que cette chanson est née. Incroyable. Et c'est vraiment une chanson de gros câlin pour célébrer l'amitié, mais c'est aussi pour célébrer de la douceur qu'on peut s'apporter à soi-même. Toutes ces nuances dans les émotions qu'on a qui peuvent être parfois hyper dark comme hyper lumineuses, et de savoir accepter que les deux existent aussi et qu'on est plus ou moins sensible face à ça, et qu'il faut savoir un peu accueillir aussi tout ça. S'il y a de la lumière, il y a toujours un peu d'ombre, et s'il y a de l'ombre, il y a toujours un peu de lumière. Quand est-ce que les questions de ton rapport à ton genre, c'est un peu arrivé dans ta vie? Ça arrivait tôt. Quand j'étais au collège, j'avais vraiment pas beaucoup d'amis et une vie sociale très peu trépidante. Et j'ai commencé à parler avec des gens sur Internet. Alors évidemment, beaucoup de pédophiles dans le lot, mais en tout cas, je me suis fait des amis de l'Internet, avec qui je parle plus aujourd'hui, mais des fois, je vois qu'un tel est connecté sur Messenger et je me dis « Ah, c'est bien, cette personne est toujours vivante !» Donc j'étais pas mal sur genre forumdesados.com, qui était l'équivalent du 18-25 de jeuxvideo.com, mais de gauche. De gauche. En gros. Et puis sur des chats tirés de là, et puis après il y a une population du forum des ados qui est partie sur un autre forum, je crois, ou sur Discord, et au final je parlais avec mes amis d'internet que j'ai gardés pendant longtemps sur Discord, et il y a des gens avec qui on parlait de genre, mais surtout c'est par ces forums-là que t'as été sensibilisée ou éveillée au fait que la pluralité des genres est là. Même avant ça, c'est surtout que moi j'avais toujours des pseudos qui n'évoquaient aucun genre, et en fait dès que j'ai commencé à avoir une vie sociale sur internet, c'était plutôt anonyme, c'était jamais genré. T'étais pas obligée de déclarer un genre. Et du coup, les gens ne savaient pas si j'étais une fille, si j'étais un garçon, et moi j'en étais vraiment ravie. Il y a aussi des gens autour de moi qui questionnaient ce genre, mais d'une manière beaucoup plus binaire. J'ai mis du temps en fait à comprendre le lien entre ma volonté d'être genrée au masculin comme au féminin par des inconnus de l'internet qui ne savaient pas qui était derrière mon écran, et j'étais ravie de cette ambiguïté. On doit faire le lien entre ça et les personnes
personnes trans de mon entourage proche, parce que j'étais très très peu renseignée là-dessus. Et j'ai commencé à connaître ça via les milieux féministes un petit peu. T'avais quel âge à peu près? Quand j'ai rencontré des personnes trans, j'avais 18 ans, je pense. J'ai eu pas mal de proches qui ont fait des coming out. J'ai un proche en particulier qui a commencé à faire ses coming out très jeune et qui n'était pas forcément entendu. Et moi, je savais, mais j'avais pas le vocabulaire, j'avais pas la connaissance, et lui non plus d'ailleurs. Je savais que c'était quelque chose qui existait, puis j'avais vu des documentaires et tout. Mais vraiment, je faisais pas le lien avec la non-binarité. Quand j'ai rencontré ma copine, on partageait énormément de réflexions sur un peu tout, et notamment sur le genre. On s'échangeait vraiment des phrases, tu sais, comme les bisexuels, ils pensent que tout le monde est bisexuel, et les personnes non-binaires, elles pensent que tout le monde est non-binaire. Genre, on se disait des trucs du genre, bah, c'est normal de ressentir ça, de vouloir être genré au masculin autant qu'au féminin, et se sentir beau quand on nous dit qu'on est beau autant qu'on nous dit qu'on est belle, et être ravi quand quelqu'un t'appelle monsieur, madame, oups, pardon, qui êtes-vous? Voilà. Puis moi, j'ai eu une expression de genre qui variait beaucoup entre la masculinité et la féminité. J'aime beaucoup jouer sur mon apparence et me transformer avec le maquillage, tout ça. J'ai eu une mini période drag king. Stylé ça. À travers le maquillage, pas du tout à travers la scène. J'aime beaucoup jouer avec mon apparence. En ce moment, j'ai les cheveux longs et roses, donc tout le monde me perçoit comme femme, mais j'ai eu beaucoup une expression de genre de grosse lesbienne, assez masque. Ça m'a toujours ravie que les gens se trompent. Mais est-ce que ça a pas aussi été un épuisement mental pour toi parfois? Oui, bah évidemment. Mais ça a commencé à l'être quand j'ai pris conscience. Les gens se trompaient, m'appelaient monsieur, j'étais ravie. Et quand j'ai pris conscience que ça me faisait plaisir pour une raison, là, ça a commencé à me fatiguer, que ce soit si important justement de choisir entre monsieur et madame. Et puis du coup, j'ai rencontré Noël, qui avait fait une scène qui s'appelle Il était une voix, au Café Rosa, qui est organisée par le Conteur sans histoire. Il avait fait un coming out public sur cette scène non-binaire. À l'époque, du coup, il utilisait les pronoms Yel. Avec mon amoureux, on était dans le public et on était en mode waouh, mais en fait, on connaît des personnes non-binaires, on a commencé à expérimenter le monde queer entre nous, on se sait. On se connaît, Mais on n'avait jamais vu un de nos amis faire un coming out aussi clair comme ça. Il est descendu de scène, on s'est exprimé tous les trois notre non-binarité avec joie. Et après, on a commencé à expérimenter les pronoms, c'est venu au fur et à mesure, tout ça. En tout cas, t'as été dans un environnement là qui propice. Qui t'a permis aussi de pouvoir te questionner là-dessus, de pouvoir en parler et de pas se sentir seule aussi dans ces questions-là. Après avoir commencé à déjà écrire des chansons, la chose qui m'a donné envie de monter sur scène pour faire des chansons, c'est quand j'ai vu Limace sur scène. Toutes les personnes que j'ai rencontrées pour le podcast, à chaque fois à la fin de l'interview, il y en a pas un ou une seule qui m'a pas parlé de Limace. Je suis tombée amoureux de sa voix, son écriture, et en même temps que ça, je découvrais quelqu'un qui me ressemblait, qui exprimait des textes sur le genre, mais pas que, sur la santé mentale, des émotions qui ressemblaient aux émotions que j'avais envie de transmettre, et qui parlait vraiment de non-binarité sur scène d'une manière très poétique. Ça m'a énormément touchée pour la musique, pour les textes, pour la voix, pour l'engagement, pour énormément de choses. Et je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie de faire de la chanson sur scène. Je vais écrire et je vais chanter. En orchestre, du coup, il y a des codes assez genrés aussi. Ah, mais à fond. Il y a des codes genrés sur les instruments, sur des commentaires qu'on te fait sur ta manière de jouer. Ah, mais c'est toi, tu es une fille, c'est normal si tu joues plus comme ci, comme ça. Sur la tenue, beaucoup. Et d'ailleurs, souvent, il y a des dress codes pour les orchestres. Alors, il y en a qui sont mis à jour et il y en a qui datent d'un petit moment et où c'est vraiment écrit robe pour les femmes, costume pour les hommes. En pratique, il y a des femmes qui portent des costumes. Évidemment, il n'y a pas d'hommes en robe. Ça va pas à la tête ou quoi? Franchement, mais quelle déception. C'est vraiment écrit noir sur blanc sur ton contrat qu'il faut être en robe. Ça fait partie de ton contrat de travail, quoi. Ouais. Et voir Limace aussi sur scène, c'était me dire putain, mais je peux me réapproprier la scène en étant vraiment qui je suis. Sans ce diktat du genre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je tiens à la couleur sur scène, parce que j'ai trop joué habillée en noir pendant des années. Je peux aller sur scène, via la poésie, je peux faire passer n'importe quel message, je peux vraiment exprimer qui je suis, je peux m'habiller comme je veux, je peux chanter ce que je veux, en fait, c'est mon truc. Et tu t'es vraiment réapproprié la scène en soi, en fait. Et si voir un artiste qui fait ça, ça me touche autant, j'ai envie de le faire et de toucher autant d'autres gens. Merci pour toute cette interview, merci de nous avoir partagé tes expériences. Si ça pouvait être
un ou une autre artiste que Limace que tu nous recommanderais, ce serait qui? Eh ben, je dirais Caïman, Ok, que j'ai rencontré sur Éteins la lumière à tout bout de champ, ouais. qui est une musicienne de fou, couplée d'une très belle personne et avec des textes magnifiques. Eh ben, on ira écouter. Voilà, Merci beaucoup en tout cas, merci pour ce moment, c'était trop chouette. trop chouette, merci beaucoup.